Bonsoir à tous. Alors, lors d'une précédente vidéo, je me souviens avoir évoqué un livre que j'ai terminé il y a quelques mois de cela. Et c'est le titre de l'audio de la vidéo de ce soir. Donc La pensée blanche de Lilian Thuram. Alors c'est un livre qui m'a beaucoup plu et qui m'a agréablement surpris, bien que je m'attendais à l'apprécier. Je me suis intéressé à ce livre après être tombé sur une vidéo de promotion du livre de Lilian Thuram. euh, et j'évoque le terme, quand j'emploie le terme promotion, c'est les invitations sur les plateaux télé qui permettent de promouvoir un livre. Et donc j'ai été agréablement surpris par ce que disait Lilian Thuram sur les intentions, les ambitions euh, que prétendait ce livre. Et je me le suis procuré. C'est un livre qui est très peu épais, qui se lit assez rapidement. Et je vois pas vraiment l'intérêt d'indiquer si le style d'écriture est plaisant ou pas. C'est un style d'écriture assez, comment est-ce que je pourrais qualifier ça? On voit que c'est un, un livre qui a été écrit dans une dimension militante et qui n'avait pas pour but de trouver un style original atypique et élégant. Néanmoins, je considère que ça se lit assez bien. Et donc avant tout, ce qui m'a beaucoup plu avec ce livre, c'est euh, d'avoir été à nouveau introduit avec le plaisir, l'agréabilité de pouvoir chasser tous les préjugés, tous les a priori sur les idées d'un auteur, idées qu'on peut des fois toucher du doigt de par des interventions sur des plateaux télé, lors d'interviews, et qui ne rendent pas compte de toutes les sensibilités, de toutes les subtilités de l'auteur qui donc écrit ce livre. Et surtout quand c'est un auteur qui n'est pas un écrivain de profession ou un journaliste ou une autre personne qui dans sa vie accorde une très grande place à l'écriture. Donc voilà pour ça. Maintenant je vais je vais m'essayer à partager mes pensées réflexives à l'endroit du bouquin. Et je vais commencer avec un extrait du bouquin qui se situe au dos de la couverture du livre, qui finalement résume, qui va vous donner une idée de ce sur quoi le livre retourne. Qu'est-ce qu'être blanc? Plus qu'une couleur de peau, n'est-ce pas plutôt une pensée? Qui sont ceux qui l'ont inventé? Pourquoi? Ce livre nous raconte l'histoire de la pensée blanche, son origine et son fonctionnement, la manière dont elle divise, comment elle s'est répandue à travers le monde, au point d'être aujourd'hui universelle, jusqu'à infuser l'air que l'on respire. Depuis des siècles, la pensée blanche est une norme, la fossilisation de hiérarchies, de schémas de domination, d'habitudes qui nous sont imposées. Elle signifie aux blancs et aux non-blancs ce qu'ils doivent être, quelle est leur place. Comme la longue emprise des hommes sur les femmes, elle est profondément ancrée dans nos mentalités et agit au quotidien.
Seule sa remise en question permettra d'avancer pour passer à autre chose. Il ne s'agit pas de culpabiliser ni d'accuser, mais de comprendre les mécanismes à l'œuvre, d'en prendre conscience pour construire de nouvelles solidarités. Le temps n'est-il pas venu d'élargir nos points de vue pour nous considérer tous enfin comme des êtres humains? Donc comme je le disais précédemment, j'ai eu des préjugés et je pense que peut-être il en persiste encore quelques-uns vis-à-vis de Lilian Thuram et son discours. C'est-à-dire que l'être humain a tendance, pour faire l'économie comment dire, des données de son cerveau, de prendre des raccourcis cognitifs pour pouvoir finalement confirmer une idée, initiale qu'on s'est fait sur un sujet en particulier. Et il faut dire que je m'étais fait une idée sur le discours de Lilian Thuram avant même d'avoir pris connaissance de sa pensée couchée sur du papier. Et donc je me disais donc au préalable que bon bah Lilian Thuram c'est encore une énième personne noire, une énième célébrité noire qui se complaît dans le statut de victime. Et donc, comme je l'ai dit également précédemment, ça a été une grande surprise de pouvoir lire un bouquin qui fait la proposition que j'ai partagée précédemment en lisant euh, le dos de couverture du bouquin. Et donc l'ambition, c'est de pouvoir expliquer le mécanisme et la généalogie de la pensée blanche. Alors je vais donner mon avis par rapport aux éléments qui rendent compte du contenu du bouquin. Et je vais commencer donc avec sur le terrain historique en disant que en rejoignant Lilian Thuram sur les faits historiques. Alors il est vrai donc, et ça c'est assez notoire, je pense que personne ne remet cela en question, que les Européens qui donc se sont avérés être des personnes blanches. Je précise ceci parce que je pense qu'à l'époque, c'était pas aussi important que par la suite. Je pense qu'il y a eu un avant et un après esclavage qui a complètement changé, on va dire, la représentation que se font les peuples entre eux. Et une des raisons, et la raison principale à ceci, c'est le concept de pensée blanche, évoqué par Lilian Thuram. Donc, les Européens, sur le plan historique, ont développé ce concept, un concept qui n'en était pas un, mais c'est-à-dire la pensée qui consiste à exclure des peuples, un peuple en particulier, donc le peuple noir, du royaume de l'humanité, afin de pouvoir l'asservir, de pouvoir le dominer. Et ceci sur plusieurs générations. Alors, petit bémol ou petite parenthèse, ce qu'on pourrait reprocher à Lilian Thuram, c'est d'avoir, comme à l'habitude, et c'est pour ça que au préalable, et encore aujourd'hui j'ai des préjugés vis-à-vis de Lilian Thuram et de ses mignons, c'est que je considère qu'ils ont tendance à axer, on va dire, la lutte antiraciste, la lutte contre la pensée blanche, toujours à travers le prisme de la société occidentale. C'est-à-dire que je les ai rarement, je ne pourrais pas dire que ça n'est jamais arrivé, mais je les ai rarement entendus dénoncer le concept de pensée blanche ou pensée arabe
dans la civilisation arabo-musulmane. Donc, petite parenthèse fermée, peut-être que j'y reviendrai plus tard, c'est quelque chose qu'on pourrait leur reprocher. Et donc ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a eu rupture. Donc la civilisation européenne a créé une rupture entre l'avant-esclavage, l'avant-pensée à l'esclavage, à l'asservissement d'un peuple, en instigant, plutôt en, comment dire, en imposant, en posant une idée dans l'esprit des dominés, un complexe d'infériorité. Et donc il y a eu une rupture avec ce qui se faisait auparavant. On est tous d'accord pour dire que la colonisation, les colonisations, l'esclavage, c'est l'histoire de l'humanité. Des tribus, des ethnies, des races, des peuples se sont asservis pour la suprématie, pardon, d'un bout de terre, d'une zone géographique particulière, pour des ressources, etc. Et c'est le cas des modèles de la civilisation européenne, tels que la Grèce ou la Rome. Et je pense que un des problèmes majeurs aujourd'hui qui se trouve être sur le terrain des problèmes entre communautés, donc les problèmes d'ordre du racisme, ça a été provoqué par le contre-goût de la pensée blanche. Dans le bouquin de Lilian Thuram, il l'explique un peu plus en détail sur le plan historique. Bon, ça va assez vite. Qu'il y a eu donc des personnes qui se sont mis à théoriser l'esclavage. Et qu'il y a eu aussi des personnes donc européennes, donc blanches, qui, euh, qui se sont dressées contre ces théories, contre ces prétextes pour pouvoir asservir d'autres peuples. Et c'est là où ça montre que le problème de Lilian Thuram n'est pas les blancs. Parce que je sais qu'il a beaucoup de détracteurs, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que son message est haineux et est raciste. Et en fait, quand on considère réellement sa pensée, sans la déformer, donc en étant honnête intellectuellement, on se rend compte qu'il a un problème avec une idée qui a été instigée par des blancs, mais pas par les blancs eux-mêmes. Alors les raisons ou la raison pour lesquelles j'utilise le terme contre-coup, c'est que je pars du principe que dans tout ce qu'on utilise, dans les choix qu'on fait, les concepts qu'on développe, les, les choix politiques qui sont faits, il y a toujours des effets désirables et des effets indésirables. Et les effets indésirables de la pensée blanche, c'est avec d'autres éléments aussi qui sont à prendre en compte, sont la situation actuelle aujourd'hui en Occident. C'est-à-dire que on a des tensions, on a du ressentiment vis-à-vis des communautés. Les peuples ou les puissances occidentales qui ont donc triomphé de cette guerre historique entre les peuples, entre les classes, aujourd'hui doivent payer l'addition. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui seule la civilisation occidentale paye les pots cassés et donc est victime de ce contre-coup? C'est selon moi en raison de la pensée judéo-chrétienne propre donc à notre civilisation. Et avant donc de développer les raisons pour lesquelles il n'y a que l'Occident qui paye les pots cassés, je dois revenir sur les effets donc désirables de la pensée blanche. Donc la pensée blanche, donc le fait de trouver des excuses, des prétextes, théoriser
par la raison d'ailleurs, hein. C'est ça qui est très intéressant, c'est que la société, la civilisation européenne a théorisé en s'appuyant toujours sur la raison, sur la sagesse, enfin non pas sur la sagesse, mais sur l'intelligence et la raison, tout est son contraire, tout est n'importe quoi. Et donc il fallait un prétexte, il fallait théoriser donc les raisons de l'asservissement d'un peuple qui serait intrinsèquement beaucoup plus servile que les autres peuples. Et donc maintenant je me permets de revenir sur ce qui a rendu possible l'influence grandissante et l'efficacité des mouvements indigénistes, des coloniaux dans la société occidentale. Alors il y a déjà, je pense que le premier élément à prendre en compte serait que ce soit outre-Atlantique ou chez les pays colonialistes, anciennement colonialistes, il y a eu, je pense, la faute de penser qu'en abolissant un système, des systèmes, et souvent en se tirant la couverture, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de points débattus entre les historiens, à savoir si donc les peuples dominés ont réussi via une espèce de lutte contre l'oppresseur à arracher leur autodétermination, ou si c'est le dominant qui a décidé par philanthropie de mettre fin à un système qu'il considérait indigne de lui. Des éléments qui créent des dissensions entre ceux qui en discutent, selon leur sensibilité. Mais j'aimerais revenir sur ce que je disais auparavant. C'est le fait donc que ces pays, que ce soit les États-Unis ou, ou les pays colonialistes, anciennement colonialistes, ils sont partis du principe que en abolissant un système, ils allaient abolir également un système de pensée. Et ce système de pensée, selon Thuram, c'est la pensée blanche. Et donc là où je rejoins à 100% Lilian Thuram, c'est le fait que donc cet élément, ce premier élément qui explique finalement toutes les tensions entre communautés, le ressentiment, en tout cas dans le contexte français, comment dire, des Noirs, des Arabes, enfin des immigrés ou des enfants d'immigrés vis-à-vis des Blancs, des Français. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est réel. Le ressentiment, il est là. Euh, c'est en raison donc de cette pensée blanche, parce qu'il n'y a pas eu un travail d'introspection, il n'y a pas eu un travail psychologique, entre guillemets, de fait de la part des Blancs pour évacuer et revenir, sans doute, euh, à une époque antérieure où il ne s'était pas... Parce que tout à l'heure, j'ai dit que les Blancs avaient extrait les Noirs du royaume des hommes pour finalement en faire un espèce de marchepied. Et je pense que en faisant ceci, ils se sont eux aussi extraits du royaume des hommes. Ce qui a permis les colonies finalement de pouvoir rouler sur tout le monde, si vous voulez, pour dire un peu vulgairement les choses. Et donc c'est là où on voit toute la difficulté à éliminer une idée toxique qui persiste dans le temps. Parce que quand on apprend de génération en génération qu'un peuple est donc plus servile que les autres, et ben il y a, il y a une espèce d'atavisme, pardon, pas avatarisme, atavisme qui se transmet de génération en génération dans les esprits
des opprimés et aussi des dominants. Et il y a donc besoin de faire une espèce de thérapie pour pouvoir extraire cette idée toxique. Comme je le disais auparavant, aujourd'hui, les fils d'immigrés, donc ceux qui en général écument leurs ressentiments dans l'hystérie la plus folle, je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a un reliquat, soit de l'esclavage ou soit du colonialisme, parce que il y a deux courants de pensée, on va dire, chez les Français. Il y a un courant de pensée un peu paternaliste que je mettrais à droite ou à l'extrême droite, qui a tendance à justifier par des vertus, par une espèce de magnanimité française qui pourrait donc passer pour une justification euh, des éléments contextuels de l'esclavage ou de la colonisation. Et il y a un deuxième pan des Français qui considèrent qu'il faudrait sans doute s'agenouiller et puis plaider coupable, mais toujours, là encore, dans une dimension un peu catholique, religieuse. On parle souvent de repentance. J'aimerais faire attention avec ce terme parce que je voudrais pas créer deux camps binaires. Je pense qu'il y a un, il y a un troisième camp, on va dire, qui se situe pas dans ces deux extrémités. Mais donc dans le deuxième pan des repentants, je vais utiliser le terme même si je n'aime pas trop, euh, c'est un peu... En fait, je pense que ce pan-là de la société française ne se rend pas compte que, on va dire, les choix des générations passées, des exécutants passés pour légitimer l'esclavage ou le colonialisme est utilisé par les dominés ou les anciennement dominés qui sont indignés pour pouvoir appuyer là où ça fait mal et pouvoir peut-être faire avancer un agenda politique ou des intentions factieuses. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a des pays, donc on voit dans les relations diplomatiques internationales qu'il y a par exemple récemment, je crois que c'était Erdogan qui en gros appuyait un peu là où ça faisait mal pour expliquer que finalement euh, les Français ou l'État français a du sang sur les mains. Et voilà, donc en gros, la repentance, je reprends le terme que je n'aime pas utiliser, mais la repentance, c'est aussi un point faible sur lequel on peut appuyer quand on continue à faire de la politique, donc dans les relations internationales. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut expliquer un des nombreux contre-coups de cette pensée blanche. Et donc j'en profite pour faire donc une transition et expliquer selon moi le deuxième élément qui explique le contre-coup, un des contre-coups de cette pensée blanche. Et je pense que c'est la fin d'un état fort. À la fin d'un état fort, le néolibéralisme qui permet à chacun de finalement... comment est-ce que je pourrais dire ça? Finalement remplir les caprices des uns et des autres. Il y a aussi la féminisation et l'infantilisation de la société. Or quand je dis infantilisation ou
féminisation de la société, c'est pas du tout dans une intention de dire qu'il y a un problème avec la féminité ou l'infantilité. C'est juste que il y a des mœurs aujourd'hui qui sont beaucoup plus douces qu'auparavant. On est beaucoup plus dans le consensus, on est moins dans la transigence. Et c'est ce qui explique la création de lobby antiraciste, lobby LGBT, lobby pour les minorités en général. Et donc, ces facteurs ont aussi joué dans les contre-coups de la pensée blanche. Alors personnellement, s'il y a quelque chose, s'il y a une thématique sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est bien dans le livre le fait que Lilian Thuram y défend l'idée d'un racisme systémique, ce qui moi me pose problème. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un concept qui est beaucoup trop nébuleux, beaucoup trop abstrait et factuellement, et c'est là où c'est intéressant, factuellement, dans la Constitution française, dans les lois françaises, il n'y a pas il n'y a pas de racisme systémique manifeste. Et donc je pense que l'idée d'un racisme systémique est rendue possible à travers l'idée d'une pensée blanche, donc d'un système de pensée qui ferait d'un système qui n'est pas manifestement factuellement raciste, néanmoins un système quand même raciste. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé sur le sujet. En gros, le fait qu'il y aurait un système de pensée qui a pris racine, qui a permis, qui a rendu possible, qui a théorisé le racisme et la domination des peuples qui n'étaient pas donc français, qui n'étaient pas de civilisation européenne, euh, est donc rendu possible par une idée et non pas par des écrits, pas par des lois qui seraient manifestement racistes. Alors personnellement, moi je voulais m'intéresser à savoir comment est-ce qu'on pouvait triompher donc de la pensée blanche. Et je pense que le moyen pour y arriver individuellement, c'est la résilience. Je pense en effet, comme le dit Thuram, qu'on est tous impactés par cette pensée blanche, qu'on soit blanc ou noir, donc indépendamment de notre couleur de peau, mais qu'on ne peut pas attendre qu'une collectivité, qu'un système, qu'un peuple, qu'une nation, qu'une civilisation fasse un travail, entre guillemets, un travail d'introspection afin de comprendre les mécanismes de cette pensée. Donc je pense que c'est à l'échelle individuelle qu'une qu'une petite minorité pourra trouver le salut et la paix d'esprit. Et donc je vais faire une proposition d'un des effets de résilience qui, personnellement, en tant que français noir, et non pas noir français, je pense m'a permis depuis assez jeune de ne pas être infecté par, ou moins infecté que les autres, par la pensée blanche. Donc je pense que un des effets de résilience qui m'est cher, c'est de ne pas interpréter. De ne pas interpréter selon mon humeur, selon mes tropismes d'indignation, des comportements qui sont non identifiables. C'est-à-dire que un des majeurs problèmes, des problèmes majeurs
aujourd'hui, c'est le fait de vouloir à tout prix attribuer à certains comportements des motivations racistes, des motivations colonialistes. Et je pense que des fois c'est fait dans l'hystérie. Donc, premièrement, il y a le fait donc, de ne pas faire de procès d'intention, de ne pas interpréter. Et je dirais troisièmement de garder son sang-froid, garder un esprit reposé. Je pense qu'il y a toujours des moments où on pète les plombs, où on est agacé d'une situation, on est dans l'exubérance, dans l'outrance. Mais je garderai ces trois choses. Le fait de garder son sang-froid, la raison, donc une quatrième, ne pas interpréter des comportements qui factuellement, matériellement sont dans l'impossibilité d'être prouvés, et le procès d'intention. Le procès d'intention encore qui rejoint le fait d'interpréter. Euh, donc voilà, c'est mes conseils pour pouvoir réussir à sortir en fait de cette pensée blanche qui finalement nous fait beaucoup plus de mal qu'autre chose. C'est un virus qui aujourd'hui euh, est porté par des personnes de toutes les couleurs et il faut en guérir.